Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre consacré aux sorties briscard de mai 2018. On va commencer, parce que la galanterie l'exige, par Angela. Angela, profil qui a été mis au concours, dans ce fameux concours de profil. On a déjà eu Manteloff le mois passé. Et du coup, maintenant, on nous sort le profil d'Angela. Angela, une figurine qui est... Franchement, elle a de la gueule. Franchement, elle est vraiment cool. Avec son gaufrier dans le dos. Enfin, c'est une figurine que je trouve vraiment hyper classe. C'est pas courant d'avoir une phacochère femelle. Je pense que ça a un nom. Est-ce que c'est une lait? Je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, une dame pourvue d'une poitrine opulente, comme nous le verrons plus tard. Une figurine qui est vraiment cool. Sculpture de figurine Emmanuel Pontier et peinture Gwenelle Jouy-Boulard. J'adore le bleu autour des yeux et le bleu à lèvres. Enfin, je trouve vraiment que la figurine est super top. Elle est vraiment super top. Qu'est-ce qu'on a donc pour cette merveilleuse figurine? Eh bien, on a un profil qui déboîte. 90 pièces d'or. Soit 90 pour la French. Constitue 4, dextérité 4, force 4, mental 5, 4 de mouvement, 8 PA, 26 points de vie, un corset 0,6-1 qui a 5 PV. Le coup de natte, 3 dégâts, ne peut être ni esquivé ni contré. Le gaufrier, qui est sa botte, 2 PA, 3 dégâts de feu. En cas de réussite critique sur un ennemi masculin, il sera considéré comme étant féminin jusqu'à la fin de la partie. La poitrine opulente, lorsqu'un adversaire ceinturé par Angela est relâché ou se libère, il perd 1 en constite et en mental, jusqu'à la fin de la partie non cumulable. Angela. Un profil tout à fait correct. Pour 90 pièces d'or, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. 4 de mouvement, c'est correct. 8 PA, c'est un petit peu, mais en même temps, ça reste encore dans les standards. En 9 PA, ça deviendrait peut-être un peu fort. Mais 8 PA, ça lui va très bien. 26 points de vie, le corset qui est toujours agréable. Même s'il n'enlèvera pas beaucoup de dégâts, vous faites une réussite critique, ça peut vous sauver les fesses une fois. 5 points de vie, je pense que c'est une armure qui se vaut. C'est pas la meilleure, mais en attendant, on va pas cracher dessus. Le coup de natte, 3 dégâts, ne peut être ni esquivé ni contré. Alors ça, c'est quand même la violence. Ok, ça fait que 3 dégâts, mais quand vous allez vous ramasser 4 coups de natte dans la tronche, vous allez prendre quand même cher. Et ni contré ni esquivé, ça va un petit peu être embêtant pour certaines figurines qui ont des capacités spéciales au niveau de l'esquive, au niveau du contre, ou qui ont une faible constitution. Je pense notamment, si vous avez envie d'embêter Quiros, vous lui balancez Angela, il peut pas lui mettre des coups de bouclier en retour. Bon, par contre, Angela contre Quiros, on va pas se mentir, le Kintor va gagner, mais avec un peu de soutien, je pense que parmi les bannis, il y a moyen. Angela, elle va faire un petit peu le taf. Alors, le gaufrier, c'est une botte un peu spéciale puisqu'elle coûte 2 PA, 3 dégâts de feu, et ça, c'est violent, puisque ça fait faire un test de morale directement, et vous avez aussi la cible qui est enflammée, donc qui va perdre 1 point de vie par tour, jusqu'à ce que le feu soit éteint. C'est plutôt une botte qui est intéressante, puisqu'elle vous coûte pas beaucoup plus cher, elle fait pas énormément de dégâts, mais l'intérêt vient du fait que vous avez le feu, justement dessus, donc c'est plutôt intéressant. Là, en cas de réussite critique, un ennemi masculin sera considéré comme comme étant féminin jusqu'à la fin de la partie. Ça n'a pas d'utilité en jeu, actuellement, c'est pas impossible qu'il y en ait dans le futur, je ne sais pas. Par contre, si vous jouez contre des Kintor, du coup, vous pouvez vous moquer. Quiros, ça deviendrait Kirette. Valdez, ça deviendrait Valdette. Cochinero, ça deviendrait Kitchenette, ce genre de petites choses. Donc, à ce niveau-là, c'est un truc qui est cool. Ça va pas forcément avoir beaucoup d'effets, mais c'est quelque chose de plutôt rigolo et de plutôt sympa. Et surtout, sa poitrine opulente. Mon Dieu, faire perdre 1 de constite et 1 de mental... c'est la violence. C'est la violence. Parce que là, le fait de ceinturer un adversaire, vous pouvez le faire sur tout le monde. Vous pouvez le faire sur un colosse, vous pouvez le faire sur une monture, vous pouvez le faire sur n'importe qui. Et bien qu'elle n'ait que 4 de force, elle a quand même une force suffisante pour ceinturer les figurines qui sont balèzes. Sur un malentendu, s'entend. Vous pouvez toujours booster votre jet de ceinturage, le cas échéant, si vous voulez vraiment. Mais faire perdre 1 de constite et 1 de mental sur des bourrins ou des magiciens, c'est l'apocalypse. C'est vraiment hyper fort. De même que je vous rappelle que la constite et le mental, c'est quand même
un constituant des jets de morale. Donc vous arrivez sur une figurine, pour 0 PA, vous ceinturez la figurine, vous la relâchez directement. Au final, on s'en fout. Mais il va perdre 1 de constit et 1 de mental. Et ensuite, vous lui mettez un coup de gaufrier, combo. Il a le jet de morale à faire avec -1 de constit, -1 de mental. Ça peut rendre complètement malade. Je veux dire, si vous jouez contre, par exemple, des mercenaires ou des... Bon, les Thuléens, ça dépend s'ils sont beaucoup ou pas. Mais, ou des figurines qui n'ont pas énormément de morale déjà de base, c'est vraiment la violence. C'est quelque chose de monstrueusement puissant. On se rend pas vraiment compte, je pense, avant de l'avoir mangé en travers des dents. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, la vache, Angela, ça va devenir une figurine chez les bannis. En tout cas, pour 90 pièces d'or, ça va devenir une figurine qui va être, à mon avis, pas mal jouée aussi. Évidemment, chez les bannis, il y a plusieurs types de listes. Hein. Vous avez une liste avec un chef à cochère, vous avez une liste Birgus, une liste Trotuma, enfin une liste Tortue. Vous avez moyen de faire des listes qui sont à thème et vous avez moyen de faire des listes qui sont hyper intéressantes. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment emmerder le monde, quoi. Et je pense que juste pour ça, c'est déjà pas mal. On a déjà une Angela qui vaut la peine. Mais aussi, il y a un truc en plus, parce qu'elle a sa capacité spéciale. Patronne de la Madone, Angela peut recruter tous les profils féminins d'Entropia, même Bonnie Hart. De plus, lorsque sa bande est composée que de femmes, elles peuvent toutes utiliser les compétences spéciales de chacune, hormis celles qui dépendent de la nature du personnage, comme poitrine opulente, mucus et ou créature aquatique, par exemple. Alors, déjà, première chose, si vous payez 20 pièces d'or en plus, vous pouvez recruter n'importe quelle nana. Les nanas, il y en a quand même pas mal. Hein. Vous avez Graziella, Bonnie, Anna, vous avez pas mal de nanas chez les Maok, Eibao, l'ancien 1, l'ancien 2, Meiko. Vous avez également Mae. Bon, Mae est une mercenaire de base, donc vous pouvez la recruter, mais voilà. Il y a pas mal de personnages féminins. Et surtout, si vous décidez de faire une liste full nana, et elles se partagent les compétences. Alors, là, attention, parce que en discutant avec Arnaud Beaujean, que vous avez pu entendre si vous avez écouté le Tactica Banni, je crois que c'est ça, oui. On discutait un petit peu quelles compétences et quelle liste on faisait, une liste féministe comme ça. Et nous est venue l'idée, en fait, de recenser tous les personnages féminins de Briscard, de faire une liste avec est-ce qu'on peut en profiter ou pas au niveau des compétences, et ensuite de l'envoyer à TGCM pour qu'ils nous disent un petit peu qu'est-ce qui se passe, puisque on peut vite arriver à des trucs dégueulasses et des combos plutôt crades. Donc on s'est dit qu'on allait prendre un peu les devants et essayer de faire en sorte qu'on évite l'archi-bourrinisme qu'on pourrait avoir dans certains combos. Et TGCM a été super sympa puisqu'ils m'ont renvoyé, notamment Manu m'a envoyé en fait, un fichier avec la liste des nanas, le fait de savoir si la bande profite ou pas de la compétence, et le fait également de savoir si cette compétence prend fin quand la figurine d'origine qui la possède quitte la table. Donc c'est un fichier que je vais un petit peu décrypter avec vous ici, mais vous l'aurez en téléchargement sous la vidéo. Je pense qu'on va pouvoir la mettre sur le Facebook du Briscard. Je pense qu'on va pouvoir la mettre également sur le site de TGCM. Bref, vous pourrez la trouver. Cette liste, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, cette liste, il y a également des petits spoils. Hein. Alors, vous excitez pas, partez pas en spéculation. Surtout, ça sert à rien de harceler les gens parce qu'au final, il y a que TGCM qui connaît vraiment ces spoils-là. Donc, ça sert à rien de... Voilà. Donc, on reste calme, on se détend, tout va bien se passer. Donc, vous avez sur le côté la faction... avec les demoiselles en question. Vous avez Briscard féminin dans la liste. Alors évidemment, premier spoil, Shixiu pour les Maok n'est pas encore sorti. Respirez un bon coup, tout va bien se passer. De même que chez les Ichtiens, les Chimées, elles ne sont pas encore sorties. On se détend, hein, c'est normal. Vous ne faites pas là-dessus, tout va bien se passer. Donc vous avez ensuite le nom de la compétence qui pourra ou pas ne pas être utilisé dans les bandes de tout un chacun. Une fois que vous avez le nom de la compétence, vous avez toute la bande en profite, oui ou non. Voilà, donc là c'est clair. Vous avez, sur toutes les compétences que les demoiselles ont, il y en a quand même une grande partie qui ne sont pas transférables. Donc vous avez quand même un certain nombre de compétences très intéressantes qui vont pouvoir être données. Mais...
Du coup, certaines compétences ne le sont pas, et là c'est clair, il n'y aura pas de discussion à savoir si oui ou non ça se donne. Dans le fichier, c'est oui, c'est non, voilà. Et vous avez aussi disparaît quand le briscard quitte la table. Ça vous permet de savoir, par exemple pour Meiko, qui a une capacité défensive avec esquive à 0 PA, s'il ne lui en reste pas, et également une capacité qui est l'arcane mineur, qui donne un parchemin que vous devez payer, bien entendu, enfin vous devez payer le sort du parchemin. Voilà, donc si Meiko quitte la table, plus personne ne peut utiliser sa compétence spéciale de défense. Par contre, si elle quitte la table, l'arcane mineur va rester sur les figurines qu'il possède. Donc vous avez payé un sortilège. Donc du coup après vous avez les petites notes. Par exemple pour le Meiko, celles qui prennent un sort d'alchimie doivent le payer en pièces d'or. Pour Graziella sous le charme, vous avez celles qui prennent cette compétence doivent la payer. Et par exemple pour Angela, poitrine opulente, ça c'est plutôt rigolo. Seule Graziella peut en profiter, donc vous avez la possibilité de faire et Graziella et Angela avec une forte poitrine qui vont perturber un petit peu les gens. Donc voilà pour ce fichier, ça va permettre de faire des listes qui sont à mon avis hyper intéressantes. Qui vont changer carrément la donne au niveau du jeu. Vous aurez pouvoir faire une liste à thème Nana. Je pense que ça peut être quelque chose de très très fun à jouer. Ça peut vraiment être quelque chose de très très sympa. Et dans les idées, je vais pas dire dans les idées à la con, mais dans les idées de liste, vous prenez Angela, vous prenez Meiko, vous prenez Lancière 1, Lancière 2. Déjà, juste là, vous avez, et puis Graziella tant qu'on y est, vous avez la possibilité d'avoir des figurines qui se désengagent avec dextérité x2, qui peuvent contrer pour 2 PA, qui si elles n'ont plus de PA peuvent faire des esquives gratuitement, qui possèdent la possibilité, enfin qui ont la possibilité d'avoir des sortilèges. Et ça aussi, c'est très important pour les bannis parce qu'ils n'ont pas accès aux magiciens, normalement. Et du coup, grâce à Meiko, vous avez la possibilité d'armer toutes vos figurines féminines. Alors, vous allez payer un coût supplémentaire, mais d'avoir des magiciennes, enfin des utilisatrices de parchemin, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour les bannis, puisque du coup, vous aurez la possibilité de rajouter l'effet magie à vos listes. Même si vous prenez Angela, Meiko et des autres figurines, des Birgus, des Rotuma, etc., vous aurez quand même la possibilité, avec Meiko du coup, d'avoir une figurine qui possède un parchemin. Mais si vous avez en plus que des nanas, ce qui n'est pas le cas dans mon exemple, vous avez la possibilité d'avoir de la magie et d'avoir tel ou tel sort sur telle ou telle magicienne. C'est très intéressant. De même que Anna est magicienne de base. Donc vous avez la possibilité d'avoir le totémisme, plus ses effets spéciaux dus à son sort Ongan. Anna, c'est très intéressant. Donc il y a plein de choses comme ça. Évidemment, Shixiu et les Shimei, on ne les connaît pas, donc elles auront sans doute des choses intéressantes à apporter. Mais vous avez vraiment la possibilité d'avoir des listes complètement surprenantes et auxquelles on ne pense pas forcément. Vous avez également une liste que je trouve plutôt rigolote. Vous faites Angela, Bonnie Heart, et avec Bonnie Heart, vous engagez le roi Kong, qui défend pour toutes les nanas s'il veut. Du coup, vous avez la possibilité de faire des trucs plutôt what the fuck, et je pense qu'on va avoir droit avec Angela à des listes, comment je vais dire ça, surprenantes, pour rester poli. Mais je pense qu'on peut vraiment avoir des listes qui sont sympas. Après, le problème que je vois un petit peu avec ces listes composées exclusivement de femmes, c'est que comme il n'y a toujours pas de colosse féminin et il n'y a pas de monture féminine, à 500 pièces d'or, elles vont, bien que ça soit intéressant et que ça soit sans doute très fort, au niveau force de frappe brute, elles vont quand même un peu souffrir. Je pense que si en face il y a un colosse ou si en face il y a une monture, vous n'arriverez pas forcément à la descendre très très facilement, sauf si vous prenez Ebao, parce que Ebao tape quand même bien fort. De même qu'il y a des Rotuma, donc vous aurez de l'artillerie. Mais attention, niveau résistance, je ne sais pas. J'admets, il faudrait que je teste plus longuement les listes,
parce que là j'ai juste fait des spéculations en m'amusant à faire des petites listes pour voir ce que ça pouvait donner. Je ne sais pas exactement, j'ai l'impression que ça va pas être aussi agressif, disons, que si on possédait un colosse ou une monture. Et du coup, pour gérer les colosses et les montures, c'est quand même bien d'avoir une fois un tasson pour aller vraiment finir le boulot ou bien l'entamer. Là, je suis plus mitigé, je dirais attention. Je pense que les listes sont tout à fait viables, mais je pense qu'il faudra une bonne prise en main et qu'il y ait un petit peu d'expérience derrière, parce qu'elle risque d'être plus délicate à jouer qu'une liste Kintor bourrine de base. On va pas faire... Voilà. Donc voilà, des listes très intéressantes. Un personnage qui est vraiment très intéressant. Son coût avec la patronne de la Madone, c'est quand même 110 pièces d'or. C'est pas non plus rien du tout, mais ça peut vraiment amener des listes super sympas. Donc réfléchissez aux listes que vous voulez jouer, réfléchissez aux possibilités que vous avez, parce que si en plus vous prenez Gradiella et que vous partagez Poitrine Opulente, vous en avez deux qui font des ceinturages à tire-larigot, du coup ça va être vraiment sympa. En plus, si vous décidez de mettre un truc qui empoisonne, il y a vraiment moyen de faire des trucs assez abominables avec Angela et ses compos de Nana. Mais voilà, un personnage très intéressant, un profil très très joli. Évidemment, j'ai pas pris mes petites notes pour savoir qui a créé le profil. Je crois que c'est Lionel qui a créé le profil. Du coup, GG pour un profil pareil, parce que je le trouve vraiment très très sympathique. Ça amène énormément de possibilités, et même si vous jouez pas banni, en fait, vous pouvez prendre Angela. Si vous jouez Maok, typiquement, vous prenez Angela en plus, vous en foutez, mais que vous jouiez banni ou pas, mais du coup, vous aurez la possibilité d'engager Eibao, les lancières, Meiko, et la fameuse Shixiu plus tard. Donc, je pense que Angela est une figurine que tout joueur peut se permettre d'avoir, même s'il ne joue pas banni, pour justement avoir des listes un peu fun et avoir la possibilité de créer ces listes-là. On a été poli, maintenant on va être poilu. Du coup, on a un Torni qui sort, et c'est un colosse que les Tuliens attendaient depuis longtemps, car ils n'ont toujours pas de colosse. Mais quel colosse, mes amis. Mon Dieu. Alors, peinture et sculpture, Emmanuel Pontier. Joli boulot sur ce Yeti. Il n'y a rien à dire. Il dégage puissance, force, musculature, tronc d'arbre et tout ce qui va avec. C'est une figurine que je trouve vraiment très réussie. J'aime énormément le rendu de cette figurine. Je sais pas quelle taille elle fait, mais il doit quand même être sacrément gros. Je me réjouis d'avoir la figurine en main. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour Torni? Puisque le profil était connu des possesseurs du livre saison 2. On a Torni, 245 pièces d'or, ce qui en fait le colosse le plus cher du jeu. Je ne compte pas Igoré et Bunraku, puisque les deux nécessitent d'avoir la présence d'une deuxième figurine pour pouvoir être joué. Du coup, Torni est le colosse mono-pièce, on peut dire, le plus cher du jeu, et il vaut quand même vraiment très très cher. C'est, à mon avis, c'est le colosse le plus puissant qui est sorti jusqu'à maintenant. Son coût est justifié, mais ça vaut quand même un bras. Alors, Constite 9, Dextérité 3, Force 7, Mental 3, Agressivité 3, 5 de mouvement, 9 PA, 40 points de vie, son arme, le tronc, 3 PA, 1 d 10 dégâts sur chaque adversaire dans sa zone de contrôle, ne fait jamais d'échec critique avec le tronc. La botte, coup de batte, 4 PA, Constite plus 1 d 10 dégâts, la victime est envoyée au loin, dans la direction et la distance indiquée par le dé de dégâts. Terreur, c'est sa deuxième botte, 2 PA, l'adversaire doit immédiatement effectuer un jet de morale. Bigfoot, en cas de piétinement, les cibles adjacentes subissent le même nombre de dégâts que la cible initiale, et aura de froid. Alors, l'aura de froid a le logo des capacités spéciales, des équipements, alors que je pense que c'est plutôt un logo de capa spécial. Je ne sais pas si c'est une erreur sur la carte, ou sur les photos de la carte, je ne sais pas. Bref, fait perdre 1 PA à tous les non-tuléens dans sa zone de contrôle au début de leur activation. Du coup, qu'est-ce qu'on a vraiment pour 245 pièces d'or? On a un colosse qui est très résistant, 40 points de vie, 9 de constite, ça passe bien, une agilité qui est tout à fait décente. Du coup, quand il fait des esquives, c'est des esquives qui sont quand même vraiment balèzes. Un mouvement qui est tout à fait raisonnable, 5 de mouvement, c'est même beaucoup pour la plupart des colosses. 9 PA, ça c'est classique. 40 points de vie, c'est également pas mal. On voit qu'il n'a pas analgie, mais je pense que ça ne posera pas trop de problèmes.
Son arme, qui est le tronc, 3 PA, 1 des 10 dégâts sur chaque adversaire dans sa zone de contrôle. Alors déjà, juste ça, donc c'est une de ces attaques circulaires où en fait vous faites un jet d'attaque et tous ceux qui sont victimes décident de défendre séparément, en choisissant leur méthode de défense, en choisissant les PA qui veulent investir dans leur défense, etc. Souvenez-vous que les colosses ont une zone de contrôle d'une brasse, du coup bien positionnée, et du coup son mouvement va être important. Vous pourrez toucher plein d'ennemis. Ne faites jamais d'échec critique avec le tronc. Ça déjà c'est très violent, puisque même si vous faites un 1, ça veut dire un seuil de 8 à passer, votre adversaire va quand même devoir défendre. Donc potentiellement utiliser des PA pour éviter de se prendre des 10 dégâts, ou alors serrer les fesses et faire un jet juste sous la constite. Et 8 de seuil de base sur une attaque, c'est beaucoup quand même. Pardon, pas 8, 15. Voilà, je dis des bêtises moi. 15 sur un seuil de base d'une attaque, c'est beaucoup. Donc attention, même si en soi vous faites un petit chiffre, ça fait quand même énormément, et il faudra, pour beaucoup de briscards, il faudra quand même serrer les fesses, quoi. C'est carrément violent. Voilà. Après, les dégâts, moi j'aime pas tellement les dégâts aléatoires, parce qu'avec un des 10, vous faites soit 1, soit 10. Il y a tous les chiffres au milieu, mais bref. Si vous faites 1, vous avez l'air un peu tristounet, hein, pour payer 3 PA pour faire un point de dégâts. Bon, voilà. Si vous en faites 10, alors là c'est Noël, c'est génial, mais en soi, fiabilité des dégâts, c'est pas tout à fait ça. Évidemment, si vous voulez vraiment faire des dégâts fiables, vous pouvez toujours utiliser le coup de poing, le coup de tête, le coup de pied peut-être pas, mais les deux sont plutôt fiables avec des seuils fixes de dégâts. Donc, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire ça. Mais c'est une attaque qui est de base très forte. Elle est vraiment, vraiment forte. Les colosses ont beaucoup de moyens d'attaquer. Notamment, en plus, on va revenir avec Bigfoot, mais le piétinement, entre autres. Il y a vraiment moyen de faire des dégâts de tout type. Et n'oubliez pas que vous pouvez rajouter l'agressivité également selon certaines conditions à vos dégâts. Donc c'est une attaque qui est très violente, même si les dégâts sont aléatoires, c'est quand même vraiment impressionnant. Le coup de batte, 4 PA, constitue plus 1 des 10 dégâts, la victime est envoyée au loin. Alors le coup de batte, j'aime bien. C'est une botte qui coûte pas si cher que ça au final, pour un nombre de dégâts tout à fait conséquent. Hein. Constite plus 1 des 10, ça fait entre 10 et 19 dégâts. En plus, si vous décidez que c'est la première attaque de l'assaut de Torny, vous rajoutez 3 d'agressivité à ces dégâts. Voilà, ça va faire assez facilement le café. Avantage de la botte, ça propulse au loin la figurine qui en est victime. Ça veut dire que si vous avez un briscard qui vous bouche le chemin, que ce soit une monture, un colosse ou n'importe quel briscard sur 40 mm ou 80 mm, vous l'envoyez valdinguer. Ça peut également vous libérer un objectif, ça peut vous libérer le passage, ça peut balancer le briscard en dehors d'une plateforme surélevée, du coup il y a un test de chute et il va se reprendre des dégâts en plus. N'oubliez pas également les dégâts de collision. Bref, vous avez la possibilité avec cette botte de faire énormément de dégâts. Le défaut, en fait, c'est un peu sa qualité aussi, c'est que si vous voulez taper plusieurs fois dessus sur le même briscard, vous n'allez pas vraiment pouvoir le faire puisque la figurine, elle se balade. Donc, vous allez devoir repayer un mouvement pour poursuivre la figurine. Ça peut être un désavantage, comme il y a beaucoup d'avantages aussi. C'est à voir. Vous coincez un colosse adverse contre un mur, vous lui balancez un coup de batte et vous lui balancez des coups de boule après. Je pense que même Minos, il fait pas le mariole. Hein, soit dit en passant. Voilà, je pense que Torny est carrément la violence incarnée, est bien positionné, bien joué. Il va faire énormément de dégâts. Sa deuxième botte, Terreur, qui je trouve est une botte extrêmement puissante également. Pas forcément dans le cadre des dégâts, mais sur un mauvais jet de dés, la figurine de l'adversaire se retrouve prostrée. Si elle était déjà prostrée, elle est loin. Il n'y a pas à tergiverser. Même s'il lui reste tous ses PV, il perdra une figurine, quoi. Donc, à voir comment vous allez l'utiliser. Essayez de l'utiliser sur des figurines où vous avez une chance de rater. Votre adversaire a une chance de rater. Évidemment, on a toujours une chance de rater. Le 10 reste un échec sur les jets de morale. Mais
voilà, il y a certaines figurines qui sont plus ou moins aisées de terroriser. Alors vous avez la possibilité, notamment si vous jouez contre des mercenaires, d'utiliser pas mal cette botte, parce que les mercenaires ont souvent entre 7-8 de morale, ce qui est assez... Bah, c'est assez tendu quand vous ferez faire le jet de dés, quoi, donc tout peut basculer à un moment ou à un autre. Cette botte-là, vous pouvez la faire une fois par tour, ce qui est quand même vraiment intéressant. Et par contre, il n'y a pas de distance, donc j'imagine que c'est dans la zone de contrôle de Torny. Du coup, il va falloir aussi positionner comme il faut votre colosse. Le Bigfoot, en cas de piétinement, eh ben, les cibles adjacentes subissent les mêmes dégâts. Ça aussi, c'est très fort. Ça aussi, ça va faire énormément de dégâts. Ça aussi, ça va vous demander de positionner comme il faut votre figurine pour essayer d'avoir un maximum de figurines ennemies sous votre socle. Donc, utilisez à bon escient le mouvement de 5. Il a 5 brasses de mouvement, ce qui va vous permettre de vous positionner comme il faut. N'oubliez pas aussi qu'un colosse peut courir et ne pas mettre un terme à son activation. La course coûte 1 PA de plus, mais en attendant, ça va vous permettre de bien vous placer. Et l'aura de froid de Torny, qui fait perdre 1 PA à tous les non-tuléens dans sa zone de contrôle au début de leur activation. Ça aussi, une bonne position, ça peut vous aider à virer des PA, et même... s'il est face à une seule figurine, eh ben, le colosse d'en face qui perd un PA, c'est souvent perdre une attaque, parce que du coup, il n'en aura plus assez pour taper. La monture qui perd un PA, c'est le cavalier et la monture qui perdent des PA. Du coup, vous avez la possibilité d'amputer le potentiel actif des figurines adverses gratos. Vous vous positionnez, c'est dedans, quoi. Ça marche, vous n'avez pas besoin de l'activer, rien du tout, c'est tout le temps. Donc voilà, attention cependant, si vous engagez des mercenaires avec les Tuléens, ben, eux aussi subissent cette aura de froid. Et donc attention, je rappelle quand même, juste à titre indicatif, que Sasquatch et les pingouins ne sont pas des Tuléens. Donc ils subissent les dégâts de froid, enfin ils subissent la zone de froid. Donc même si ça paraît bizarre, eh ben ils perdent des PA. Donc une liste grand, je sais pas, géant des glaces, Torny, Sasquatch, pingouin. Bah Torny, il faudra le tenir un petit peu à l'écart, voilà. Donc un colosse qui est extrêmement puissant. Il va faire énormément de dégâts. Il va vous permettre de jouer un petit peu stratégique avec justement envoyer balader les gens que vous n'avez pas envie de voir près de vos objectifs ou des figurines autour de vous. Vous les envoyez péter avec un coup de batte, ça c'est réglé. Et la terreur qui permet de neutraliser sur un jet de chance, qui permet de neutraliser une figurine adverse. Si vous avez envie d'essayer avec, j'en sais rien, moi, par exemple, du poison, pourquoi pas, hein, ne négligez pas cette possibilité-là. De même que en un tour, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez faire sauter une figurine si vous avez, par exemple, un totem de feu. Vous faites le coup de feu, il rate son premier jet de morale, vous arrivez avec Torny, vous faites terreur, la figurine elle gicle. Tour 1, vous avez une figurine qui gicle. Ok, ça va pas marcher souvent, on est bien d'accord que ça va pas être tout le temps le cas, mais en attendant, c'est tout à fait envisageable. Et même s'il rate un seul des jets, sa figurine sera prostrée, il va devoir faire un jet au moment où il va l'activer. Du coup, c'est quand même... Il y a moyen de faire des trucs vraiment bien avec Torny. Vraiment très très fort. Mais il possède quand même, à mon avis, il possède plein de défauts qui sont entre autres des défauts dus au colosse, c'est-à-dire qu'il prend les dégâts des shivers il prend les dégâts de l'artillerie sans faire de test. Et comme Torny est une énorme menace, on va pas se mentir, l'artillerie, je pense, elle va essayer de maximiser les dégâts qu'il peut faire dessus. Donc attention, si en face vous jouez et qu'il y a Rotuma, bébé Rotuma, ou des canons Mahawk ou n'importe quoi, et votre Torny va quand même finir par prendre cher et il va quand même finir par quitter la table. Entre bébé Rotuma, le canon Kintor et le canon... Sundar, ainsi que le lance-fusée Mahawk. Je parle pas forcément des deux autres canons Mahawk ainsi que du canon standard, mais en attendant, voilà, c'est quand même un risque qu'il faut prendre en compte. C'est un des problèmes des colosses. C'est ça. Également le poison. N'ayant pas d'armure, il peut pas éviter de se prendre les dégâts. Et du coup il peut pas éviter les effets spéciaux. Le choc électrique également, parce que je remarque qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent là-dessus, et mine de rien, un Fugu qui vous balance 3 dards électriques, ça fait perdre 2 PA au minimum le tour d'après.
Donc voilà, Torny sans PA, ça sert pas à grand chose non plus. Les filets également, hein, si vous avez une figurine qui vaut 245 pièces d'or et qui ne fait rien pendant un tour, les 255 pièces d'or qui vous restent de l'autre côté, ils vont pas forcément faire les marioles, donc attention. Surtout que Torny a quand même tous ses effets de jeu qui sont dans sa zone de contrôle. Il a pas allonge, donc il peut très vite se retrouver isolé, loin de l'action, loin des objectifs à faire. Donc attention avec ça, les colosses sont tout à fait gérables. Les joueurs savent de mieux en mieux comment gérer les colosses. Donc du coup, faites attention avec ce personnage-là. Il n'est pas indestructible, clairement pas. Et vous risquez de le perdre plus vite que prévu si vous jouez mal. Ou si vous n'avez pas vu une éventualité en face, ça va être dommage pour vous. Mais il souffre également d'un autre défaut chez les Thuliens extrêmement important selon moi, c'est qu'il n'est pas chef de clan. Comme il n'est pas chef de clan, vous ne pouvez pas engager de trappeurs et d'archers. Vous savez, les trappeurs et les archers, c'est les petits gars qu'on emploie pour faire de la lamasse, parce qu'ils sont 50 pièces d'or les trappeurs et 57 pour les archers, je crois, ou 58, je ne sais plus. Bref, pour faire un petit peu de masse comme ça, pour pouvoir justifier le fait qu'on va payer bien cher une figurine et du coup essayer de faire un petit peu de surnombre. Et ben là, vous pouvez pas, parce que il n'est pas chef de clan, du coup, vous ne pouvez pas engager de membres de clan. Eh ben oui. Le problème, c'est que si vous voulez justement faire de la masse, vous allez devoir engager un chef de clan qui coûte quand même un bras, hein, qu'on se le dise, entre Nalagak, Okanek et Tupilek, ils sont tous plus de 100 pièces d'or. Ou alors, vous choisissez cette figurine merveilleuse qui est le champion harponneur, qui vous permet d'engager jusqu'à 3 figurines membres de clan. Et ça, c'est à mon avis une des meilleures idées pour pouvoir utiliser les trappeurs. Parce que ça vous permet d'avoir un petit peu de nombre, d'avoir des figurines qui sont quand même intéressantes, et mine de rien, je reste persuadé que le trappeur avec le gourdin, quand il fait perdre des PA, en plus de l'aura de froid de Torny, et ça peut assez vite faire le café et amputer vraiment beaucoup le potentiel d'action de la figurine qui se sera vue l'aura de froid plus taper avec le trappeur. Mais voilà, ça fait une liste qui est quand même très typée. Ça fait Torny, le champion harponneur, trappeur, etc. Vous avez moyen évidemment d'engager d'autres figurines qui ne nécessitent pas d'avoir un chef de clan. Vous avez Kinak, vous avez Amaruk, vous avez Sanasok, Ana. Je sais pas si le pêcheur a besoin de chef de clan et je sais pas si le pisteur a besoin de chef de clan. Comme ça, à vue de pif, je me souviens plus. Mais bref. Du coup, il y a moyen de faire des listes. Mais c'est vrai que le fait qu'il ne soit pas chef de clan va quand même amputer un petit peu. On aurait envie de jouer Torny avec 5 trappeurs pour pouvoir faire 500 points. Ça fait 6 figurines. Avec une figurine qui tabasse bien au milieu, plus les trappeurs qui sont tout à fait capables d'emmerder l'adversaire. Mais ça ne fonctionne pas. Eh ben non. Du coup... Vous allez devoir un peu réfléchir à qu'est-ce que vous voulez en faire de ce colosse. Il va falloir réfléchir à à quoi va-t-il servir dans votre troupe. Parce que faire une bande à 500 pièces d'or avec, j'en sais rien, Torny, Okanek, Nalagak, 3 figurines à 500 points, je suis pas convaincu que vous gagnez beaucoup de scénarios. Hein. Je vous rappelle que les objectifs, c'est quand même pas juste de tabasser l'autre. Et que si vous faites table rase, vous finissez le tour en cours. Mais si vous n'avez pas de points de victoire et que l'autre en a plus, vous êtes un petit peu... Voilà. C'est un petit peu le problème. Donc, bien réfléchir à comment utiliser ce personnage, à quoi en faire, et à ce que vous avez envie d'en faire. Parce qu'il est très fort, il est très puissant, mais votre adversaire le sait également, et du coup, il va essayer de le neutraliser un maximum. Et si votre compo ne compte que sur Torny pour faire des trucs, ça va être un petit peu, raté, hein. Parce que je pense que s'il se focalise dessus, tour 2, 3, s'il y a un peu de chance, votre Torny, il est out. Après, avec Ana et son sort Ongan, il y a toujours moyen. Ana, c'est un petit magicien, une petite magicienne qui est pas si chère que ça. Elle est quand même bien. Elle a la possibilité de prendre des parchemins. Parchemins avec des sortilèges de bonne fortune. Parchemins avec le sortilège régénération. Si vous voulez rendre des points de vie. Parchemin... Même un parchemin... J'ai réfléchi un petit peu au sortilège. Mais un parchemin avec force des anciens. Comme ça, Torny fait 2 dégâts de plus, quoi qu'il fasse. Oui, tant mieux. Faisons encore plus de dégâts. Bref, il y a moyen de faire des choses qui sont intéressantes avec ce personnage-là. Mais ça va demander...
plus de réflexion que simplement ce qu'on pourrait se dire, je fonce droit devant et je fais un maximum de dégâts. Le positionnement déjà de votre figurine va déterminer son efficacité. Et je pense que juste ça, c'est déjà hyper intéressant. C'est un colosse que j'aime beaucoup, c'est un colosse que j'ai très envie de tester pour voir qu'est-ce qu'il peut donner, qu'est-ce qu'il va donner et comment on va pouvoir le jouer. Aussi, n'oubliez pas que Torny, eh ben, son tronc, il est à 2 mains, hein, qu'on soit clair. Donc, si vous décidez de faire du ceinturage ou je sais pas trop quoi avec, bah voilà, n'oubliez pas que vous pouvez rengainer une arme. Alors, rengainer un tronc, c'est un concept un petit peu spécial, je pense, mais si vous avez besoin d'utiliser vos mains pour faire autre chose, il va falloir que vous posiez votre tronc, enfin que vous rengainiez votre tronc. Du coup, n'oubliez pas cette petite action. Je le répète assez souvent parce que je vois également assez souvent que bah on n'y pense pas ou on ne le fait pas forcément de base, c'est pas un réflexe que les gens ont, mais voilà, c'est une arme à 2 mains, et donc du coup si vous voulez utiliser une autre main, même pour ceinturer ou autre, il va vous falloir un petit peu rengainer si vous voulez ceinturer et puis filer des coups de poing à l'autre. Bref, voilà, donc n'oubliez pas. Au niveau des équipements qu'on pourrait lui mettre, rien. Sincèrement, rien du tout. Il vaut beaucoup trop cher comme ça. Alors oui, il y a toujours le classique colosse avec une armure de plate, mais ça vaut tellement cher. C'est tellement cher pour au final pas grand chose de plus. Je crois qu'avec un coût pareil, je pense qu'il doit y avoir 2 écoles. Il y a ceux qui se disent, au point où j'en suis, je peux encore le payer 40 pièces d'or de plus, au final je m'en fous, mais s'il tient mieux sur la table, tant mieux. Et il y en a d'autres qui se disent, ouais, mais 40 pièces d'or, c'est les 4/5e d'un trappeur, quoi. Du coup, je pense que il y a effectivement il y a 2 écoles, quoi. C'est à voir ce que vous décidez d'en faire. Si vous décidez de virer le tronc pour lui mettre un point américain, bah c'est un peu dommage parce que son tronc est quand même hyper pratique. Et du coup, avec le point américain, il fera quand même des échecs critiques avec un 1. Surtout que ça va lui revenir 14 pièces d'or en plus. Bref, il y a 2-3 trucs comme ça où c'est un petit peu à choix. Mais je vois pas tellement en fait quel objet on pourrait lui mettre dessus. Le roc à colosse, mine de rien, gisement épuisé. Le roc à colosse est une très très bonne alternative pour le moment en tout cas, et pour à mon avis la suite du jeu, puisque en soi ça va donner à Torny une et unique attaque à distance. Vous allez pouvoir balancer un gros caillou, ça va faire artillerie, donc vous posez votre carte, machin. Ça va vous permettre de toucher plusieurs figurines, et ça va vous permettre aussi, le cas où il serait enfileté, bah, de pouvoir faire quand même une attaque. Je crois que la distance maximale, c'est 5 brasses pour le roc, je sais plus. Je crois qu'il y a une distance maximale. Le roc à colosse, vous le trouvez dans le livre saison 2, pour ceux que ça intéresse. C'est une technique, il coûte 10 pièces d'or. Alors ça peut donner l'impression que c'est cher, mais en soi, effectivement, ça va augmenter son coût, mais ça lui donne une attaque à distance, et c'est un très bon lanceur. Donc, pourquoi pas? À voir. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce beau monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la sortie de mai. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous avez trouvé des choses intéressantes à m'écouter. Ça vous a également donné des idées pour Angela notamment, ou pour Torny, à comment les utiliser. J'aimerais aussi revenir sur le fait que n'hésitez pas à précommander le livre V2 Briscard. Une vidéo sera faite, je dirais dans les 2 prochaines semaines dessus, pour en apprendre un peu plus sur cette V2. N'oubliez pas également que si vous désirez le fichier concernant les demoiselles, il sera en téléchargement sous la vidéo, dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour avoir ce fichier, ça peut être intéressant. D'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.